La science, là, selon moi, c'est juste une opinion parmi tant d'autres. Les gouvernements, ils contrôlent le climat, provoquent des catastrophes naturelles pour exproprier les citoyens et contrôler les ressources. Savais-tu que les médias transforment les faits et en plus, ils travaillent pour l'élite? Moi, là, je fais plus confiance aux institutions. Avez-vous déjà entendu dire que le climat serait manipulé par les gouvernements pour contrôler la population? Ou que les démocrates auraient dirigé des ouragans pour nuire aux républicains? Ou que les vaccins contre la COVID contiendraient une puce électronique? Ces idées, bien qu'extravagantes, ne sont pas anodines. Elles s'inscrivent dans une tactique plus vaste et délibérée, la stratégie du doute ou stratégie du chaos. Qui en sont les architectes? Comment utilise-t-on cette stratégie pour manipuler nos perceptions? Et surtout, quelles sont les conséquences sur nos sociétés? Dans cet épisode, nous allons décortiquer les mécanismes de la stratégie du doute. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Ici Ève Baudin. Aujourd'hui, je reçois mon collègue Pascal Lapointe, qui est rédacteur en chef de Science Presse, qui va nous éclairer sur les origines historiques de la stratégie du doute, ses applications contemporaines et comment nous pouvons nous en protéger. Salut Pascal. Bonjour Ève. Alors Pascal, tu proposes de plonger dans cette discussion en nous parlant d'un mythe qui a récolté beaucoup d'attention récemment, soit cette idée selon laquelle les gouvernements contrôleraient le climat, dont les ouragans. Oui, il y a eu deux types d'histoires assez folles autour de ça. Alors, on peut se rappeler qu'en septembre et octobre 2024, il y a eu deux ouragans, Hélène et Milton. Un a fait en Floride, l'autre a provoqué des inondations immenses dans les Appalaches. Et il y a une première catégorie de fausses nouvelles que j'ose appeler délirantes, selon laquelle on pourrait contrôler les ouragans artificiellement. Et même pire que ça, les républicains prétendaient que les démocrates avaient créé ces ouragans-là pour tomber sur des comtés républicains et ainsi nuire aux élections. Ouais, c'est fou, comme tu dis, un peu délirant. C'est délirant. Alors, la deuxième catégorie de fausses nouvelles, en comparaison, est plus terre-à-terre. Ça concernait l'agence qui est chargée d'amener les secours d'urgence, la FEMA, la Federal Emergency Management Agency. Pendant que s'organisaient les secours, on a entendu ou lu Donald Trump, entre autres, propager la fausse info comme quoi la FEMA offrait juste 750 $ à ceux qui avaient tout perdu, qui avaient perdu leur maison. Ce qui était faux, c'était une aide de première urgence. Que la FEMA allait les exproprier, allait reprendre leur terrain, ce qui était faux. Que la FEMA n'avait plus d'argent parce que tout avait été donné aux immigrants illégaux, c'était faux. Mais le résultat, c'est qu'on avait des gens qui ont tellement cru qu'ils ont envoyé toutes sortes de menaces en ligne aux secouristes. Ils ont menacé de leur tirer dessus s'ils venaient sur leur terrain. Il y a même un résident de Caroline du Nord qui a été arrêté par le shérif local parce qu'il menaçait de partir avec son fusil. Mais on dirait qu'on comprend moins quel est l'objectif de ce type de désinformation. C'est cruel de profiter d'un moment comme ça, premièrement, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire, Donald Trump, en propageant ce type de désinformation-là? Le but, c'est tout simplement ce que tu décrivais dans l'introduction. C'est une stratégie du doute, c'est une stratégie du chaos et le but ultime, c'est de miner la confiance dans les institutions. Ah ouais. C'est toujours ça, en fait, qu'on appelle une stratégie du doute. Comme on est devant un fait indéniable, comme il est impossible scientifiquement de contrôler un ouragan, ou bien un autre fait indéniable, non, la FEMA a bel et bien les fonds nécessaires, on lui oppose plutôt toute une série d'affirmations qui n'ont aucun sens, mais qu'on fait passer pour des faits, dans l'espoir que le public soit juste mêlé par cette surcharge d'informations-là, des informations qui sont en apparence contradictoires. Mêlé, puis en même temps, on en profite aussi pour créer artificiellement une espèce d'hostilité envers l'establishment, les institutions aussi. Tout à fait. On a un groupe de gens qui, dans le but d'amener une partie du public à tout remettre en question, ont été obligés de créer de l'hostilité envers tout ce qui est institutions, gouvernement, les universités, les médias, les intellectuels, les experts. Tous ces gens-là qu'on va appeler tantôt l'élite, tantôt le deep state, soi-disant mentiraient ou comploteraient dans l'ombre, dans notre dos à nous, le peuple. Et parmi ces gens qui créent volontairement de l'hostilité, on retrouve évidemment l'entourage de Donald Trump, on vient de le mentionner, mais pas juste eux. Dans plusieurs pays, il y a des groupes de politiciens puis de conseillers qui les entourent, qui ont contribué depuis les années 2010 à faire monter le niveau d'hostilité envers tout ce qui est scientifique, donc médecins, médias, gouvernements, universités, au point où on voit mal comment la confiance pourrait être reconstruite.
comment est-ce qu'on rétablit la confiance chez des millions de gens qui sont convaincus qu'une partie du gouvernement contrôle en secret les ouragans? Quand on sait que la confiance en les institutions, c'est un des piliers de la démocratie, est-ce que ça peut démobiliser aussi les citoyens? Non seulement ça peut, mais c'est un début. La stratégie du doute, si on l'appelle aussi la stratégie du chaos, c'est parce qu'elle consiste à créer un chaos informationnel. Un chaos qui fait qu'en bout de ligne, il y a beaucoup de gens qui vont baisser les bras parce qu'ils ont l'impression qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux, que tout le monde leur ment, que ça vaut même pas la peine de s'occuper de politique. Et une fois qu'on s'est convaincu de ça, c'est pas évident s'il est possible de revenir en arrière. Pascal, la stratégie du doute, c'est pas nouveau comme tactique de manipulation de l'information. Comment ça a commencé? Alors, ce à quoi on fait traditionnellement référence quand on parle de stratégie du doute, c'est la stratégie qui a été mise au point par les compagnies de tabac dans les années 50. Il faut se remettre dans le contexte. Les années 50, c'est le moment où des grosses études médicales commencent à apparaître qui démontrent, hors de tout doute, que le tabac augmente les risques de cancer. Puis pas juste de cancer, maladies cardiovasculaires et même risque de décès. Et les compagnies de tabac confrontées à ça savaient qu'elles ne pouvaient pas publier des études contraires disant que, par exemple, le tabac est très bon pour la santé. Alors, elles ont approché les firmes de relations publiques qui ont mis au point ce qu'on a appelé donc la stratégie du doute, qui consistait grosso modo à dire, la science est toujours faite d'incertitudes, peut-être que oui, peut-être que non, donc en attendant d'être sûr, continuons de faire de la recherche. Puis comment on a appris justement qu'ils utilisaient cette stratégie-là de manière vraiment consciente, concertée? Alors, il y a eu des procès du tabac à partir des années 70 et 80 aux États-Unis. Des gens ont poursuivi les compagnies de tabac pour avoir dissimulé qu'elles savaient que le tabac était addictif et pouvait causer le cancer. Et ces gens-là ont gagné. Mais, entre-temps, il s'est passé ce qui se passe dans tout procès. La partie adverse, une des deux parties, peut demander à la partie qu'elle poursuit de remettre au tribunal tous les documents pertinents. Et dans ce cas-là, les documents pertinents, ça voulait dire des dizaines d'années d'archives des compagnies de tabac, à l'intérieur desquelles il y avait noir sur blanc les stratégies des firmes de communication. Les gens intéressés peuvent encore retrouver ces archives-là en ligne. Elles sont accessibles gratuitement, mais ça a été évidemment très précieux pour les avocats, mais c'est devenu une mine d'or pour les historiens de la communication qui ont retrouvé ces stratégies-là. Alors, il y avait des choses qu'on connaît maintenant, comme par exemple de créer des pseudo-groupes citoyens, ce qu'on appelle en anglais l'astroturfing. Créer un groupe qu'on finance en sous-main pour donner l'illusion que c'est un groupe qui se bat pour les libertés personnelles, le droit de faire ceci et cela. Et ils ont aussi embauché des scientifiques qui publiaient pas d'études, qui publiaient juste des avis, des recommandations qui allaient comparaître devant des audiences du Congrès ou du Parlement à Ottawa et qui étaient payés en sous-main par les compagnies de tabac. Fait que tout ça, on l'a su et tout ça, le but, c'était pas de dire les scientifiques qui disent que le tabac cause le cancer ont tort. Le but, c'était juste d'introduire le doute, de dire, il y a des scientifiques qui disent blanc, il y a des scientifiques qui disent noir, donc attendons avant de réglementer puisqu'on n'est pas sûr. Oui, puis on met un peu tout ça sur le même pied d'égalité. Évidemment, comme ça a bien fonctionné avec la cigarette, ça a été repris par après, là. C'est ce genre de stratégie. Tout à fait. Ça a été repris par les compagnies pétrolières qui ont repris mot pour mot la même stratégie. En fait, c'est même dans certains cas les mêmes firmes de communication. On a même retrouvé une petite poignée de scientifiques qui s'étaient mis au service des compagnies de tabac et qui se sont mis au service des compagnies pétrolières ou gazières, et toujours pour n'écrire que des avis, des recommandations, des lettres dans les journaux, mais jamais des études. Et c'est particulièrement pernicieux quand on se rappelle qu'on a découvert aussi beaucoup d'études internes faites par les compagnies pétrolières dans les années 80, même depuis les années 60, des études qui parlaient du risque de réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre. Donc, les propres chercheurs des compagnies pétrolières, aussitôt que les années 60, au sein des compagnies comme Exxon, arrivaient à la conclusion que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère allait contribuer à faire augmenter la température. Et puis, c'est à peu près au milieu des années 80 que ces compagnies-là, donc, ont pris le virage. On cessé de financer ce genre de recherche-là et se sont plutôt mis à financer des firmes de relations publiques puis des compagnies de marketing qui suivaient donc le modèle des cigarettiers pour dire que, il y a des scientifiques qui disent que la Terre se réchauffe, puis il y en a qui disent que c'est pas vrai, donc attendons avant de réglementer. Ouais, dans le fond, on cherche à noyer le poisson, là, si je peux m'exprimer comme ça. Puis le but, c'est pas de convaincre que les changements climatiques, c'est un canular tant que tel. C'est vraiment de semer le doute. Ça, c'est important. Là, c'est important de le souligner parce que le but n'est pas de prétendre que tous les scientifiques ont tort. Le but est vraiment de convaincre le simple citoyen
qu'au final, ils ne devraient peut-être pas trop lire sur le climat parce que les scientifiques seraient soi-disant pas encore sûrs, qu'il y aurait 2 opinions de valeur égale sur le réchauffement climatique, qu'il y aurait un débat et que chacun tenterait juste de tirer la couverte de son bord. Donc, on ne serait pas capable, nous, si on n'est pas scientifique, de distinguer le vrai du faux. Donc, le but est vraiment de faire douter de la réalité des faits. Ou pour le dire autrement, le but est de faire douter qu'il existe des faits. Absolument. Et ça, c'est très préoccupant. Puis en plus, c'est une stratégie qui a été reprise par d'autres industries encore et encore après. Là. Oui, il y a une historienne américaine que j'aime beaucoup, Naomi Oreskes, que j'avais lu un livre d'elle qui remonte maintenant à 2010, qui s'intitulait « Les marchands du doute », dans lequel elle faisait l'historique de ça, du tabac aux pétrolières, mais elle ajoutait aussi, elle avait identifié dans les fameux papiers des procès d'autres exemples de relationnistes qui se sont mis au service, par exemple, de l'industrie du charbon, les centrales au charbon, au moment où le gouvernement américain a voulu réglementer cette industrie-là pour combattre les pluies acides. Puis elles se sont mis aussi au service de l'industrie des CFC, les chlorofluorocarbones, lorsqu'il est devenu clair dans les années 80 que les chlorofluorocarbones étaient responsables du trou dans la couche d'ozone. Le gouvernement parlait alors de réglementer les CFC. Alors, ils ont essayé, les firmes de communication, de prétendre que, il y a un doute, peut-être que oui, peut-être que non. On sait que dans ces cas-là, ils ont perdu, puisqu'il y a eu des traités internationaux pour réglementer les chlorofluorocarbones, mais on voit qu'elles se sont essayées, là aussi, avec une stratégie du doute. Donc, si je fais une petite synthèse, la stratégie du doute ou du chaos, c'est une tactique qui est utilisée par des industries qui cherchent à créer une confusion entre les faits et l'opinion pour leur propre profit et qui mine petit à petit la confiance du public envers les faits et les consensus scientifiques. Pascal, la stratégie du doute, elle n'est pas seulement utilisée par les industries, elle est aussi utilisée en politique et dans l'histoire récente, on a de bons exemples. Oui, évidemment, on va parler de Donald Trump. Dès 2015-2016, une partie de la stratégie était d'instaurer le doute autour de Donald Trump lui-même chez les électeurs indécis. On ne voulait pas les convaincre que Trump était un homme honnête. Aujourd'hui encore, même certains de ses partisans sont d'accord pour dire qu'il raconte plein de choses qui n'ont pas d'allure. Le but, c'était de créer un tel chaos informationnel, comme on le disait plus tôt, qu'on a l'impression qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux. Effectivement, parce qu'en plus, on inonde vraiment la zone. Là. Il y a Steve Bannon qui disait en 2019, donc Steve Bannon, l'ancien stratège en chef de la Maison-Blanche, qui est associé aussi au mouvement nationaliste d'extrême droite, il a expliqué les fondements de cette stratégie. Les démocrates n'ont pas d'importance, disait-il. La vraie opposition, c'est les médias. Et la façon de dealer avec eux, c'est d'inonder la zone avec la merde. Traduction libre de « flood the zone with shit ». Exactement. Envoyer un paquet d'informations fausses ou trompeuses ou contradictoires. L'important, c'est pas de convaincre les gens d'une fausseté, c'est de tout simplement les mailer. Remplir la zone avec des fausses nouvelles. Alors, une fois qu'on en est arrivé là, on a miné la confiance, pas juste dans l'adversaire démocrate, mais dans l'ensemble du gouvernement, des institutions qui seraient soi-disant infiltrées par un deep state. Et surtout, il faut miner la confiance dans l'ensemble des médias. Exact. Puis ça, les attaques envers les médias, elles ont continué depuis la première campagne électorale de Donald Trump. Et on sait que ça va continuer avec sa réélection récente. Il aime répéter que les médias et les journalistes sont des menteurs. Alors, on n'est pas sorti du bois, là. Non, les attaques contre les médias sont fondamentales dans la stratégie du doute parce que les médias rapportent des faits. Les médias sont censés aider à distinguer le vrai du faux. Alors, si on réussit à convaincre que les médias sont tous des menteurs, on contribue à la baisse de la confiance qu'on observe en ce moment même. Et en plus, on voit que les gens s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux où ils peuvent ne recevoir que ce qui confirme leurs croyances. Donc non, on n'est pas sorti du bois. Le résultat, c'est qu'on a aujourd'hui des millions de personnes qui veulent même pas prendre la peine de faire la différence entre des faits et des opinions parce qu'on a créé une confusion comme quoi tout serait opinion. On a convaincu des millions de gens que tout ce qui compte, c'est ce à quoi vous croyez. Il serait soi-disant plus nécessaire de se casser la tête, plus besoin de s'informer auprès de sources fiables qui pourraient nous aider à distinguer le vrai du faux. Écoutez juste ceux qui disent ce que vous voulez entendre. Est-ce
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que de miner la confiance envers les médias, les institutions gouvernementales, fait partie de l'arsenal des pays comme la Russie qui tentent de s'ingérer dans les élections ailleurs dans le monde? Ah oui, on peut le dire, et ça a même été démontré. Il y a eu, par exemple, des enquêtes journalistiques dans les années 2010 sur le travail des agences de renseignement russes autour des élections américaines, aussi autour des élections britanniques, celles qui ont amené la Grande-Bretagne à quitter l'Union européenne. On a souvent imaginé que ces agences-là favorisaient un candidat plutôt qu'un autre, et oui, c'est sûr que c'est arrivé, mais beaucoup plus souvent, le but était une stratégie du doute. Parce que, du point de vue de la Russie, si on arrive à convaincre des millions d'électeurs américains ou européens désillusionnés qu'il est impossible de distinguer le vrai du faux dans ce que leur dit leur gouvernement, si on arrive à les convaincre qu'on ne peut pas faire confiance à aucune institution gouvernementale, ben on affaiblit le pays. On mine le moral d'une partie de la population, on affaiblit la démocratie, parce que ça fait moins de gens qui sont prêts à se mobiliser, à participer au débat. On augmente le niveau de polarisation, d'hostilité des citoyens. Et en plus, ce que je décris là, c'est de la vieille histoire. Ça n'a pas commencé avec les réseaux sociaux, ni même avec Internet. La toute première agence gouvernementale au monde dédiée spécifiquement à la désinformation, c'était en Russie en 1923. Alors, après la chute de l'Union soviétique, les historiens ont découvert que les services secrets soviétiques avaient délibérément amplifié des théories du complot autour, par exemple, de l'assassinat de John F. Kennedy, autour de la fluoration de l'eau et autour de l'origine du sida. Et chaque fois, le but, c'était pas de convaincre d'une fausseté, mais c'était de faire douter la population et de miner la confiance dans les institutions. Donc, la stratégie du doute, ça date pas d'hier, mais c'est sûrement plus facile quand même avec les réseaux sociaux, les robots, l'intelligence artificielle. Tout ça doit permettre de créer la confusion et d'inonder la zone avec on sait quoi, là, beaucoup plus facilement. Là. Bien, forcément, on peut produire beaucoup plus et beaucoup plus vite avec les nouveaux outils technologiques. Il y avait Internet d'abord, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est devenu plus facile de créer ce fameux chaos informationnel dont on parle. L'agence russe, elle a été associée dès les années 2010 à des fermes de trolls. Donc, les trolls étant ces gens qui écrivent sur tout et sur n'importe quoi. Par exemple, il y a eu cette histoire au début de la guerre en Ukraine, comme quoi l'Ukraine cacherait des laboratoires secrets américains qui fabriquent des armes biologiques, puis c'est devenu des armes chimiques, c'est devenu des archives secrètes, puis c'est devenu un paquet de choses. Et en bout de ligne, l'important n'était pas de convaincre les gens qu'il y a des laboratoires secrets. L'important, c'était de convaincre des millions de personnes qu'on n'en est pas sûr, qu'il y a du vrai et du faux un peu dans tout, qu'on ne peut pas faire confiance à nos gouvernements, nos institutions. Donc, semer le doute dans l'opinion publique pour lui enlever le goût de défendre l'Ukraine. Évidemment, il n'y a pas que les Russes qui alimentent le doute. Si on prend, par exemple, Elon Musk, qui a fréquemment utilisé le réseau social X pour alimenter les doutes sur la sécurité des élections américaines en 2024, il y a des chercheurs qui ont constaté que parmi les centaines de publications de Musk sur la sécurité électorale, 55% contenaient des déclarations trompeuses ou fausses. Évidemment, son réseau social amplifie ce type de publications-là. Oui, il y a sûrement d'ailleurs encore des recherches à faire sur l'influence qu'a eu Musk dans l'élection, parce qu'on sait que lui, il a clairement choisi son camp. Donc lui, il choisissait clairement un candidat. Et on sait aussi, on commence à se douter qu'il a probablement manipulé l'algorithme en faveur des messages pro-républicains ou pro-Trump. Pascal, ces différents joueurs savent ce qu'ils font en semant le doute sur la fiabilité des médias, l'intégrité des processus électoraux, la compétence des gouvernements. Ils attaquent les piliers même de la démocratie, la transparence, la participation citoyenne et l'état de droit. Et ça, c'est préoccupant. Oui, c'est très préoccupant. On parle souvent de la Russie, du risque d'ingérence. Et oui, il y a un risque, mais il faut se rappeler qu'à l'intérieur même de nos sociétés, on a des gens qui sont pas très sympathiques à la démocratie puis attaquent les piliers de l'état de droit. Rappelons-nous, en 2022, pendant l'épisode des camionneurs qui avaient assiégé le centre-ville d'Ottawa, il y avait avec eux des groupes d'extrême droite qui disaient ouvertement leur désir de jeter à terre les institutions démocratiques. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême droite. Dans l'entourage même de Donald Trump, parmi les gens qu'il nomme à des postes de responsabilité, ou bien parmi les auteurs du fameux projet 2025, tu sais, c'est ce document qui trace ce que pourrait être la première année d'une présidence Trump. Donc, parmi tous ces gens-là, on retrouve des personnes qui jonglent ouvertement avec l'idée de remplacer la démocratie par quelque chose qui a des odeurs de fascisme. Alors,
Quand je prononce le mot fascisme, quand je fais cette association entre leurs idées et le fascisme, peut-être que c'est de l'alarmisme que de faire cette association d'idées-là, mais je suis pas le seul. Chez tous ceux qui observent les promesses de l'administration Trump et le document Projet 2025, le mot fascisme revient souvent. Mais chose certaine, que ce soit de l'alarmisme ou non, certains de ces individus et de ces groupes aux États-Unis ou en Europe ou au Canada ont tout autant intérêt que la Russie à affaiblir les démocraties et l'État de droit, parce que c'est ce qui pourrait leur donner plus de pouvoir dans leur pays, ou du moins, c'est ce qu'ils espèrent. Absolument. Et est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'on pourrait arriver à vraiment affaiblir à ce point la démocratie aux États-Unis? Il y a des moments où on a l'impression que c'est déjà commencé, qu'elle est déjà considérablement affaiblie. Maintenant, pour en savoir plus, il va falloir attendre 1 an ou 2 ans de gouvernement Trump. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les véritables intentions? Le scénario du pire, c'est celui dans lequel on annulerait carrément les prochaines élections aux États-Unis en invoquant une loi martiale et il y aurait des millions de gens qui applaudiraient parce qu'ils considéreraient que c'est la seule façon de sauver leur pays. Donc, il y a effectivement des gens aux États-Unis et au Canada qui sont carrément sympathiques à l'idée de remplacer une démocratie par un État autoritaire. Alors, il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail à faire d'éducation là, pour contrer cette vague de désinformation. Là. On n'est pas sorti du bois. Quand même un peu déprimant tout ça. Alors, je suggère de passer en mode solution. Quelles sont les pistes, Pascal, pour combattre la stratégie du doute comme citoyen? Et est-ce que, comme journaliste, on peut se battre contre toute cette désinformation qui est si bien financée? C'est sûr que comme journaliste, on a un rôle à jouer. D'abord, on peut déboulonner les interventions, les affirmations, mais c'est difficile de déboulonner chaque intervention. Dans certains cas, on est capable d'identifier d'où vient l'argent qui a permis cet effort de désinformation. Et donc, l'attention des journalistes pourrait se diriger plus souvent vers cet effort qui est en coulisses, plutôt que le déboulonnage de chaque affirmation à la pièce. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de perte de confiance envers les médias, est-ce qu'on ne devrait pas aussi revoir nos façons de faire comme journalistes, comme médias? On peut, par exemple, miser sur la transparence. Il y a des informations de base que tout média met d'ores et déjà sur son site, qui est le propriétaire, quel est le financement, les différentes rubriques pour distinguer les textes factuels des textes d'opinion. Et il y a aussi d'autres informations qu'on voit rarement sur les sites web des médias, mais qui pourraient l'être, là encore, dans un souci de transparence. Le code d'éthique, plusieurs médias en ont un. Qu'est-ce que sont nos normes journalistiques, nos politiques éditoriales, comment sont choisis nos sujets? On pourrait même imaginer que certains articles, des reportages d'enquête, des grands reportages, par exemple, pourraient être accompagnés d'informations complémentaires du genre « Pourquoi avons-nous choisi cette source plutôt que telle autre? Pourquoi avons-nous choisi cet angle-là? » Quelle démarche avons-nous suivi pour faire cette recherche-là? Une autre piste qui est parfois évoquée serait de faire plus de journalisme explicatif ou de journalisme lent. Alors ça veut dire des textes qui ne sont pas des nouvelles du jour, des textes qui ne sont pas écrits dans l'urgence, des textes qui ne relatent pas quelque chose qui vient juste de se passer, mais qui expliquent. On voit ça plus souvent qu'avant dans la presse, dans le Devoir. On peut les repérer parce que ce sont souvent des textes qui sont en mode question-réponse. Ça reste une minorité de journalistes qui font ça, mais personnellement, je fais partie de ceux qui croient que le public est en demande pour ce genre de textes-là, qui peuvent servir à mettre un peu d'ordre dans le chaos informationnel dont on parlait tantôt. Et l'objectif, donc, c'est carrément de combattre le chaos, de combattre la confusion, de combattre la surcharge informationnelle et peut-être, de cette façon-là, regagner un peu de confiance du public. On pourrait aussi penser à faire plus d'éducation aux médias et à l'information. Dans le fond, aider les citoyens, qui sont les consommateurs d'information, à avoir de meilleurs réflexes. Oui, c'est sûr. À l'encontre des groupes dont on parle depuis le début, qui ont intérêt à faire croire qu'il serait impossible de distinguer le vrai du faux, nous, à l'Agence Science Presse, puis quelques autres médias, on a toujours défendu l'idée que tout le monde peut développer des réflexes de base pour pas tomber dans les pièges de la désinformation. Par exemple, n'importe qui peut s'appliquer à distinguer les faits des opinions quand il écoute une vidéo ou quand il lit un texte. On peut repérer ça par le vocabulaire qui est utilisé. On peut aussi faire attention à la différence entre une chronique et un article. On peut aussi développer le réflexe de toujours vérifier la source d'une information avant de la partager sur les réseaux sociaux. Ça veut dire toujours se demander d'où vient une information qui nous a fait sursauter et qui nous a choqués. Qui nous a envoyé ça? Est-ce que ça vient d'un site qu'on connaît? Est-ce que ça vient d'un influenceur qui est une source fiable? Est-ce que ça vient d'un expert d'un sujet ou d'un simple kidam?
On peut aussi développer le réflexe de chercher une autre source lorsqu'on a des doutes. Absolument. Puis puisqu'on a parlé de science dans cet épisode, je pense qu'il ne faut pas oublier peut-être le développement d'une meilleure littératie scientifique serait importante, là. Oui, et il est important de souligner que c'est pas nécessaire d'être un scientifique pour être capable de repérer si une personne qui nous parle d'un enjeu de santé émet son opinion ou bien si elle s'appuie sur des études. On serait tous bien avisés de se rappeler qu'il y a une différence entre une étude et une opinion et que cette différence-là, c'est quelque chose qui est unique à l'information scientifique. Ça veut dire ça que chaque fois que quelqu'un sur les réseaux sociaux nous parle de changement climatique ou de vaccins ou de risque de cancer, on peut toujours l'écouter ou le lire en se demandant « Est-ce qu'il y a une étude derrière ça? Si oui, quel genre d'étude? » Je pense que c'est quand même un bon moment, Pascal, pour signaler que l'agence Science Presse a justement mis sur pied un cours de littératie scientifique qui s'adresse tant au grand public qu'aux professionnels de l'information. C'est un cours gratuit, en ligne, donc je vous invite à aller visiter le site de l'agence Science Presse pour le retrouver. C'est intéressant, on peut le faire à notre rythme chez soi. Oui, puis n'importe qui peut se sentir concerné. Beaucoup de gens se sentent insécures devant l'information scientifique parce qu'on n'a pas étudié en sciences. Si vous êtes dans cette catégorie-là, jetez un œil sur notre cours. Il va peut-être vous apprendre que parfois, c'est beaucoup plus facile que vous le pensez de développer des réflexes de base pour éviter de tomber dans le panneau d'un beau parleur. Et c'est justement le genre de réflexe de base que les auteurs des stratégies du doute n'aiment pas que le public développe. Parce que leur stratégie à eux, c'est de créer une confusion entre le fait et l'opinion. C'est même de nous faire oublier qu'il existe une telle chose qu'un fait avéré, un fait solide, une source fiable. Ils n'ont donc pas intérêt à ce que le public développe ce réflexe de repérer où commence le fait et où finit l'opinion. Merci, Pascal. Très bonne chute. C'est intéressant d'en savoir plus sur la stratégie du doute qui vise à semer la confusion puis à éroder nos démocraties. Puis je pense qu'on retient qu'il faut s'informer auprès de sources sûres plus que jamais, des sources qui rapportent des faits, et surtout en sciences. Et peut-être qu'on se donne pour objectif pour 2025 d'augmenter notre littératie scientifique. Une bonne résolution. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et parlez-en avec vos amis. Le détecteur de rumeurs est une production de Science Presse soutenue par le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec, journaliste à la recherche et à la vérification de faits Pascal Lapointe, à la réalisation Claudie Fortier-Saint-Pierre, au mixage sonore Jonathan Doyon, à la production et à l'animation moi-même, Ève Baudin. On se retrouve au prochain épisode.